Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous accueillons Pierre Gros, qui est professeur émérite à l'Université d'Aix-en-Provence et qui va nous parler des sanctuaires augustéens dits du culte impérial et donc notamment de l'augustéum du site de la Fontaine de Nîmes et évidemment de la Maison Carrée, qui sont au cœur de notre exposition temporaire actuellement au musée. Alors je vous précise, comme les dernières fois, que vous aurez la possibilité d'échanger avec le conférencier à l'issue de la conférence. Je vous amènerai le micro. Et une séance de dédicace également suivra cette intervention. Voilà, bonne soirée à tous et bonne conférence. Merci, bonsoir à tous. Oui, je voulais vous parler des sanctuaires ou des édifices cultuels ou apparentés qui ont été élevés à Auguste du vivant d'Auguste, du vivant du princeps. Parce que cela nous met au cœur de la problématique à la fois de l'Augustéum de Nîmes et de la Maison Carrée, bien sûr. Et c'est une question qui reste difficile, tant du point de vue de la terminologie que du point de vue de l'usage. Si vous recensez les honneurs et privilèges qui furent accordés à Auguste après la victoire d'Actium et son triomphe sur l'Égypte, c'est-à-dire à partir des années 31-29 avant Jésus-Christ, il est clair qu'il disposa précocement d'un pouvoir sans égal depuis l'instauration de la République. Certes, dans la mesure où ces pouvoirs lui furent conférés par le Sénat, ils ne valaient en principe que pour la ville de Rome, mais ils eurent des répercussions dans tout l'Empire. Il faut ici assurément distinguer les provinces orientales des provinces occidentales, les provinces grecques des provinces occidentales. Si dans les premières, les provinces orientales, pour s'inscrire dans la tradition déjà ancienne des cultes rendus aux dynastes hellénistiques, Auguste autorisa dès 29 avant Jésus-Christ les villes de Pergame et de Nicomédie à élever un temple à sa personne. Il ordonnait dans le même temps aux colons romains d'Éphèse et de Nicée de ne rendre un culte qu'à Rome et à César. Et surtout, il affecta d'interdire toute initiative à caractère divinisant en Italie et plus généralement en Occident, en ce qui concerne sa personne. Le fait, par exemple, qu'il refusait en 25 avant Jésus-Christ que sa statue trôna à l'intérieur du Panthéon de Rome, conçu par Agrippa, et qu'il n'ait accepté la présence de son effigie que dans le pronaos, c'est-à-dire à l'extérieur du temple, dans son entrée, c'est-à-dire hors de l'espace cultuel proprement dit, exprime bien ce refus ostensible de toute divinisation explicite à Rome même de son vivant. Cependant, même si l'on s'en tient aux honneurs, qui devaient avoir les conséquences les plus immédiates sur les formes d'allégeance adoptées par les communautés italiennes et provinciales à date haute, on constate que sans ajouter explicitement un nouveau dieu au panthéon traditionnel, il constituait ces honneurs indubitablement les prémices d'une divinisation future et prochaine, officielle, et ouvrait la voie à des hommages divinisants. Pour avoir une idée justement de l'ambiguïté de la situation d'Auguste, voulue par Auguste et savamment concertée dans l'imaginaire religieux officiel, nous pourrions jeter d'abord un œil sur cette image qui est, vous le reconnaissez, le Grand Camée, celle du Grand Camée de Vienne en Autriche, conservée au Kunsthistorisches Museum. Il comporte, vous savez ce que c'est qu'un camée, donc c'est une pierre semi-précieuse, ici une sardoine variété d'agate qui comporte plusieurs couches superposées horizontales, foncées et claires. Et donc l'artiste, en jouant sur ces couches, peut présenter des reliefs sur un fond obscur et des reliefs clairs qui prennent évidemment une beauté et une présence tout à fait remarquables. Alors là, vous avez deux registres. Vous voyez en bas, c'est le registre terrestre. C'est à la suite d'une victoire des armées romaines sur les Daces et les Pannoniens
sur le territoire de l'actuelle Roumanie, les vainqueurs sont en train d'élever, vous voyez les vaincus en dessous là, des femmes, des enfants, et ils sont en train d'élever ce qu'on appelle un trophée, c'est-à-dire une sorte de pieu en forme de croix sur lesquels on va accrocher les armes et les dépouilles, une partie des armes et des dépouilles saisies sur les ennemis, afin de fixer la violence du combat à l'endroit même où il s'est déroulé. Mais déjà, vous avez, parmi les gens qui essaient de redresser ce grand pieu, vous avez à droite la figure gasquée de Mars, entourée de deux jeunes gens qui ne sont autres que les Dioscures, Castor et Pollux. Alors, le registre supérieur, c'est le registre des dieux. Et effectivement, Auguste est assis sur un bicélium, c'est-à-dire vous le voyez, ici, au centre, un torse nu, sur un trône à 2 places, à côté de la déesse Roma à sa droite. Et il est couronné par 2 divinités, Cybèle et Saturne. Cependant qu'en bas à droite, vous avez la figure assise sur un rocher de Tellus, la terre italique avec ses enfants. Et alors, descendent de chars où ils se présentent à lui les vainqueurs, en l'occurrence Germanicus, le premier, à côté de la déesse Rome, et Tibère, qui va lui succéder, mais qui n'est pas encore empereur, puisque nous sommes dans les années 10 après Jésus-Christ, et donc Auguste n'est pas mort, il règne toujours. Et entre lui, Auguste, et la déesse romaine, la déesse Rome, vous avez un cercle dans lequel figure sur un astre la figure du Capricorne, qui est le signe zodiacal d'Auguste. Mais il n'est pas un dieu. Il manifeste ainsi, ou du moins les artistes de cour qui ont conçu cet objet, et parce que c'était un objet qui circulait dans la cour de l'empereur, sur le Palatin, son palais, l'ont présenté, évidemment, comme je le répète, en grande familiarité avec les dieux, mais pour bien nous montrer qu'il reste un homme, vous distinguez peut-être dans sa main droite un petit bâton recourbé qui n'est autre que le litous, c'est-à-dire le bâton augural avec lequel les prêtres désignent des espaces dans le ciel ou sur la terre où ils souhaitent que soient effectuées des observations particulières. Donc il est présenté comme un prêtre, mais pas comme un dieu. Et c'est toute l'ambiguïté de ce genre de situation qui nous est ici relatée et qui résume en quelque sorte la manipulation politique d'Auguste pendant tout son règne sur cette question de la divinisation. Alors on parle souvent de propagande. Le mot est totalement inapproprié. Une propagande, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, qu'elle soit politique ou commerciale, suppose la concurrence. On fait de la propagande pour telle ou telle marque ou tel individu parce qu'on estime qu'il est meilleur que les autres. Dans le cas d'Auguste, il n'a pas de concurrent. Il s'agit simplement d'imposer une image qui, dans l'imaginaire populaire, soit la plus impressionnante et la plus proche, la plus digne d'être divinisée après sa mort, comme l'a été son père adoptif, Jules César. Bon, alors, du reste, si l'on en croit Suétone, l'historien Suétone, la dépouille d'Auguste, après sa mort en 14 après Jésus-Christ, lors de ce transfert de Nola, la ville de Campanie à l'est de Naples où il était mort, à Rome, s'est arrêté dans la basilique de Forum et dans le temple principal de chacune des villes traversées, ce qui suggère que ces 2 édifices urbains étaient équivalents pour ce qui concerne les honneurs attribués au princeps, à Auguste, et qu'ils avaient été, si l'on peut dire, équipés pour cela de son vivant, ne serait-ce qu'avec la mise en place des cycles statuaires plus ou moins développés, rassemblant les membres de la famille d'Auguste. Toute la question est de savoir à qui l'on rendait ainsi un culte. À la personne de l'empereur, c'est-à-dire à son genius. Mais n'importe quel être humain possédait un genius, un génie, c'est-à-dire la forme divine de ses capacités d'action. Ainsi, chaque père de famille, chaque pater familias,
dans une maison, comme du reste tous les autres membres de sa famille, membres libres, on s'entend, recevait lors de son anniversaire des sacrifices et des libations, c'est-à-dire les libations, ce sont des sacrifices liquides, vous savez. Mais dès 30 avant Jésus-Christ, une loi édicta que lors de tous les banquets publics ou privés serait offerte une libation au génie d'Octavien, qui ne s'appelait pas encore Auguste. Cet honneur était évidemment nouveau, mais il ne présentait aucun trait qui pût être assimilé à un culte divin qui lui aurait été directement adressé. Ainsi, en 2 avant Jésus-Christ, lorsque le forum d'Auguste fut consacré à la personne d'Auguste en tant que pater patriae, père de la patrie, non plus seulement le princeps devint, comme nous avons essayé de le montrer ailleurs, le père de famille, le pater familias, non plus seulement de tous les grands personnages de l'histoire romaine, non plus seulement de tous les citoyens de l'Empire, mais non plus seulement de tous les Romains, mais de tous les citoyens de l'Empire. Les statues des rois d'Albe et tous les grands personnages de l'histoire romaine qui se trouvaient rassemblés sur la place du forum et sous les portiques composaient une grandiose galerie des ancêtres qui n'était autre que le larraire personnel d'Auguste, désignant ainsi le nouveau forum comme sa véritable domus, sa maison. Pour autant, si le surnom d'Augustus, qui lui fut conféré officiellement en 27 avant Jésus-Christ, vous le savez, avait un caractère sacralisant, dans la mesure où il impliquait à lui seul une part de surhumanité, il ne faisait pas du princeps un deus, un dieu, ni non plus un divus, c'est-à-dire une entité divine. En ce sens, l'exaltation des qualités ou des résultats de l'action augustéenne, sous la forme, par exemple, de la consécration d'un autel à la paix auguste en 9 avant Jésus-Christ, n'impliquait pas de véritable accession au statut de divinité à titre personnel, même s'il constituait une reconnaissance de son noumen, c'est-à-dire de sa puissance divine en tant que telle. La présence sur la grande frise de cet enclos que vous avez ici, de l'autel de la paix auguste sur le champ de Mars à Rome, la présence de l'ensemble de sa famille, vous voyez à gauche de la figure, dans la partie où il y a des lacunes, la silhouette d'Auguste, qui est suivie de tous les membres de sa famille, puis des magistrats et des prêtres. L'ensemble de la famille émettait toutefois un message nouveau, explicitement dynastique, selon lequel le pouvoir qu'il exerçait devait se transmettre comme une chose privée à celui de ses proches qu'il désignerait. Mais c'est encore à son genius que fut dédiée la petite chapelle élevée à chacun des croisements de rues dans Rome. C'est l'Ares Augusti, qui, au terme d'un processus entamé dès l'accession d'Auguste au titre de grand pontife en 12 avant Jésus-Christ, après la mort de l'Épide, processus qui ne devait s'achever qu'en 7 avant, avec la division de la ville en 14 régions et 265 quartiers, remplacèrent les lares compitales. Les lares, qu'est-ce que sont? Les lares, ce sont les divinités domestiques, protectrices, au même titre que les pénates d'un foyer, d'une maison ou d'un lieu où appartiennent des habitants qui se considèrent comme voisins, en quelque sorte. Mais à la différence des pénates, qui ne protègent théoriquement que les membres libres de ces communautés, les lares s'adressent aussi aux membres, aux esclaves et aux catégories les plus pauvres également. Et nous aurons à y revenir parce que c'est une des raisons du succès, si vous voulez, des efforts faits par le personnel augustéen pour imposer son image dans la population, cette volonté de toucher toutes les catégories sociales. Donc, à partir de 7 avant Jésus-Christ, le princeps Auguste figurait en effigie à côté des lares, comme vous le voyez ici, représentés traditionnellement, les lares, en jeunes danseurs brandissant une corne d'abondance. Et lui, Auguste, était présenté comme un personnage vêtu d'une toge, la tête recouverte, capite velato, comme un prêtre, ayant en main une patère et, encore une fois, un lituus, c'est-à-dire le bâton augural que nous avons déjà vu sur le camée de Vienne. Mais pour les sanctuaires eux-mêmes, l'ignorance où nous sommes, des offrandes ou des sacrifices, et plus généralement des rites qui étaient accomplis
devant ou dans ces lieux à caractère plus ou moins ouvertement cultuel, cette ignorance nous empêche généralement de définir leur nature. De cette ambiguïté naissent la plupart des malentendus relatifs à la destination des plus anciens monuments consacrés à Auguste ou au personnel dirigeant de son entourage immédiat avant son apothéose. Vous savez ce que c'est que l'apothéose? C'est un phénomène censé se produire à la suite de la crémation solennelle du corps de l'empereur sur le bûcher monumental. Il y a toujours un grouillot de service qui dit « Ah, j'ai vu, sous la forme d'un aigle, l'âme de l'empereur s'envoler vers le ciel. » Ah, bravo. Mais ça ne pouvait se produire, ce genre de choses, que, comme toujours à Rome, après un acte juridique décidé et entériné par le Sénat, c'est-à-dire une consécratio, c'est-à-dire l'accession de l'empereur défunt au rang, non pas des dieux, mais des êtres divins, diwi, dius, mais pas deus. Donc, là, nous parlons des édifices conçus avant son apothéose et de l'interprétation qui en a souvent erronée, qui en a souvent été proposée. Pour nous orienter dans l'apparent des dalles des formes très diverses que ces monuments ont revêtues et essayer de situer dans ce contexte, en fin de compte, un édifice encore aussi énigmatique que la maison carrée, malgré l'évidence de sa présence, son exceptionnel état de conservation et le caractère indubitable de sa dédicace, nous examinons d'abord deux séries de fondations qui, en dépit des études qui leur ont été récemment consacrées, n'ont pas, nous semble-t-il, livré tous leurs secrets. En principe, les édifices dédiés à la vénération des empereurs et ou des membres de leur famille ne peuvent revêtir l'aspect formel de temple que si le ou les titulaires en ont été justement divinisés. Pour ceux qui sont antérieurs à la consécratio, nous les trouvons dans la littérature archéologique sous le nom de Caesarea ou Augustea. L'absence de définition, tant structurelle que cultuelle de ce genre de sanctuaire, rend en général l'usage de ces mots aussi imprécis qu'imprudent. Or, la question a repris quelque actualité depuis la découverte, dans les dernières années du siècle dernier, d'un monument dégagé en Croatie, l'antique Dalmatie, dans la localité de Narona. Vous en avez ici le plan et à gauche la restitution. Et on s'aperçoit que ce monument donc, était constitué d'une salle rectangulaire, modeste, d'environ 10 mètres sur 12, munie d'une banquette le long de ses murs internes, sauf celui de l'entrée, sur laquelle figuraient des statues en pied de tous les membres de la famille impériale. 15 de ces statues ont été recomposées sur les 18 ou 19 que comportait initialement ce groupe, et bien qu'elles aient été retrouvées en morceaux et qu'elles aient toutes perdu leur tête, elles ont pu être pour la plupart identifiées. La plus ancienne est sans doute celle d'Agrippa, réalisée avant 12 avant Jésus-Christ, avant sa mort. Et le monument lui-même est daté, je vous le disais, pour sa fondation. Après, la galerie s'est enrichie naturellement de 10 avant Jésus-Christ. Située sur l'aire du forum de la colonie, cette pièce fut immédiatement désignée comme un Augusteum par ses inventeurs, et rares sont ceux qui ont remis en question cette appellation. Elle est cependant erronée. Comme l'a bien établi Mario Torelli, le savant italien récemment disparu a en effet pris le plus grand soin de distinguer parmi les édifices de cette époque, plus ou moins directement consacrés à Auguste et à son entourage, les typologies dont il procédait et qui sont déterminantes pour la définition tant cultuelle que terminologique. C'est ainsi que le monument de Narona, donc, que nous avons ici, appartient à la série des sacraria, c'est-à-dire des petits sanctuaires, et plus précisément à la version la plus simple de cette catégorie, celle qui est dépourvue d'abside et dont les exemplaires les plus accomplis sont ceux de Locre et de Lucus Ferroniae pour les édifices publics ou de la Villa des Mystères de Pompéi pour les édifices privés. Si l'on veut trouver au monument d'Almate un parallèle exact, il faut aller à Lavinium, où une salle quadrangulaire de dimensions comparables s'ouvrait sur le côté sud du forum, qui contenait des statues d'Auguste, de Tibère et de Claude.
La banquette ou base qui règne le long des murs est dans tous ces cas un tribunal au sens propre, tel du moins qu'il est attesté dans une inscription de 82 après Jésus-Christ qui parle d'un tribunal Caesarum sur la colline du Capitole. L'exemple archéologique le plus probant à Rome est sans doute la structure retrouvée lors des fouilles de Clementina Panella, près de la Métasoudance. La Métasoudance, ça veut dire la pierre qui sue. C'est une fontaine, tout simplement. Hein. Mais là, ici, vous avez la reconstitution hypothétique de l'état de son site près du Colisée à l'époque augustéenne, alors que la version qu'on retrouve dans la fouille est la version flavienne, c'est-à-dire celle nettement postérieure de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et vous avez en haut à droite, sous la forme d'un petit temple tétrastyle, prostyle, de 4 colonnes de façade, donc certainement quelque chose qui s'apparente à un sacrarium du genre de celui de Narona. En règle générale, ces compositions relativement modestes, aussi bien en contexte public que privé, étaient liées à des contextes dont ils ne constituaient qu'un élément plus ou moins intégré à un ensemble politico-religieux. En d'autres termes, ils étaient rarement isolés et indépendants, au même titre que les laraires, plus ou moins monumentaux, des maisons patriciennes. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que la fameuse Aedes Augusti, le temple d'Auguste, de la basilique conçue et construite par Vitruve, l'architecte romain, auteur du De Architectura, dans la colonie de Fano, sur l'Adriatique, Colonia Julia Fanestris. Cette Aedes Augusti constitue en l'état actuel de nos connaissances l'un des tout premiers exemples de ce genre de monument et témoigne dès son origine. Vous avez ici en bas, à gauche, le plan de la basilique de Fano, construite par Vitruve, et émergeant de son mur de fond, l'abside quadrangulaire. L'un des tout premiers exemples donc, de ce genre de monument et témoigne dès son origine de son intégration à des compositions qui à la fois les englobent et les dépassent. Il s'agit en effet d'une petite salle quadrangulaire, ouverte sur l'axe transversal, comme vous le voyez, de l'édifice basilical, face à l'entrée. Elle devait abriter, si l'on en juge par sa dénomination, une effigie d'Auguste, en toute hypothèse une des premières du genre, si l'on songe que le traité vitruvien De Architectura, ou au livre 5 duquel est décrite cette structure, a été achevé et présenté à l'empereur lui-même dans les années 25-20 avant Jésus-Christ. Or, cette salle est précisément pourvue d'un tribunal semi-circulaire, et c'est le terme même employé par Vitruve, où subsiste l'ambiguïté fonctionnelle entre la structure réservée aux juges des tribunaux actifs dans les basiliques judiciaires et la banquette des sacrariats que nous avons eus plus haut, où s'élèveront bientôt, et il semble bien que ce soit le cas à Fano déjà, les effigies impériales. Une formule comme celle-ci, appliquée à l'Aedes Augusti de la basilique de Fano, montre que Vitruve avait précocement compris que les tribunaux et de manière générale l'exercice de la justice, en quelque endroit que ce fût, se trouvaient désormais placés sous l'autorité du pouvoir central. Si nous pouvions restituer avec plus de précision la plupart des sacrariats de ce type dans leur cadre monumental ou urbanistique, il apparaîtrait sans peine que la fonction essentielle de ces présentoirs des effigies impériales était de placer les espaces qu'ils dominaient et auxquels ils se trouvaient plus ou moins directement rattachés sous l'égide des représentants les plus autorisés du nouveau régime politique. Dès lors, si l'on refuse d'appeler Augustea ces modestes structures de conception typiquement romaine, même si l'on ne peut nier leur parenté formelle avec certains héroïs de tradition grecque, que faut-il entendre par Augusteum? Ce sont en fait des compositions très différentes et en toute hypothèse beaucoup plus ambitieuses, inspirées cette fois directement des monuments voués au culte dynastique des souverains hellénistiques d'Orient, les successeurs d'Alexandre, particulièrement dans les gymnases. Les augustères regroupent des espaces et des édifices qui composent une véritable unité fonctionnelle et peuvent occuper des aires importantes. Les plus précoces, qui prennent en Grèce le nom de Sébasteia,
Sébastos, donc c'est l'équivalent grec de Augustus, se rencontrent à Athènes, sur le site du Ptolémaïon, à Gitéion, où, à défaut de vestiges archéologiques, une inscription a fourni la description et la destination, et à Mécène, où le même type de sanctuaire se situe sur le côté nord de l'Asclépieion. En Italie et dans l'Occident romain, les mentions épigraphiques d'Augustea ne manquent pas, mais elles sont rarement explicites et encore plus rarement archéologiquement illustrées. Elles suggèrent que le mot désigne des réalités variées où le temple, au sens architectural du terme, ne joue pas le rôle décisif qu'on a longtemps voulu lui attribuer et que c'est plus souvent un autel, du moins dans un premier temps, qui en constitue le centre sous une forme plus ou moins monumentale. Caractéristique de la tendance romaine à puiser dans le répertoire des typologies grecques où les colonnades de bordure définissent les aires publiques, profanes ou sacrées, mais en transformant les fonctions et l'usage, les Augustea semblent avoir repris, là encore, la forme sinon l'esprit des gymnases, ou pour parler comme Vitruve, des palestres. La description la plus remarquable de ce point de vue est assurément celle de l'Augusteum de Ferento. Malheureusement, nous n'en avons que la description épigraphique inscrite, qui s'enorgueillissait, si l'on en croit justement cette inscription, de 64 statues réparties sous des portiques périphériques d'un bassin, l'Acus, et d'une série de canaux, cloacae, en l'absence apparemment de tout temple véritable. En tant que complexe ordonné autour d'une cour, sur laquelle s'ouvraient des installations vouées aux activités sportives et intellectuelles, les palestres grecques se prêtaient aisément, comme modèle architectural, à ce type d'interprétation. C'est ce que prouve la prétendue basilique d'Herculanum, que vous avez ici à gauche, qui présente sur le petit côté d'un triportique surélevé par rapport au niveau de l'espace central, une vaste salle cultuelle en haut, où avaient été placées les statues des membres de la dynastie flavienne, c'est-à-dire de Vespasien à partir des années 70 après Jésus-Christ, cependant que les absides qui flanquaient l'exèdre central abritaient 2 colosses de bronze représentant les diwi de la dynastie julio-claudienne, Auguste et Claude. Une autre version un peu moins développée de ces Augustea d'Italie nous est fournie par celui de la caserma dei Vigili, la caserne des pompiers d'Ostie, dont John Scheid a rappelé dans le catalogue de l'exposition nîmoise que vous connaissez le développement et les fonctions. C'est sur la base de ces témoignages textuels et archéologiques que j'ai tenté, en 1984, ça ne nous rajeunit pas, d'identifier naguère le sanctuaire de la fontaine de Nîmes comme un Augusteum, et sans doute l'un des plus anciens des provinces occidentales, puisque les inscriptions, vous le savez, les inscriptions retrouvées dans le bassin de recueillement des eaux datent de 26 avant Jésus-Christ. Amplifié et complété au cours des périodes suivantes, il a connu son plus grand développement au IIe siècle. Il est certain, je vous en donne ici l'image, telle que Simil l'avait relevée en 1874, parce que c'est peut-être la plus vivante. Il est certain que la structure la plus importante et du point de vue religieux la plus qualifiante fut dès le début un grand autel que vous avez en bas au centre, un grand autel monté sur un énorme podium situé au centre de la composition, dans un bassin désigné comme un nymphée, c'est-à-dire une fontaine monumentale, où étaient dirigées les eaux de la source pérenne et dont les décors, qu'il s'agisse de la frise de rinceaux couronnant le podium ou des bases accantisées des 4 colonnes qui cantonnaient la plateforme, autorisent une datation sur critères stylistiques au cours des années 20 avant Jésus-Christ. Alors, si l'on en vient au temple proprement dit, canonique si l'on peut dire, les choses se compliquent encore. Du vivant d'Auguste, quelques exemplaires seulement semblent identifiables, dont la dédicace et donc la destination cultuelle ne sont pas sans poser de problème. Pour encadrer, si l'on peut dire, la maison carrée qui entre évidemment dans cette dernière catégorie, nous pouvons prendre 2 exemples, l'un en amont, l'autre en aval, chronologiquement, mais toujours avant la mort d'Auguste et sa divinisation officielle. Le premier se situe dans un contexte particulier, celui du royaume client de Judée, sous le règne d'Hérode le Grand, qui se termine en 4 avant Jésus-Christ. Transportons-nous dans la cité de Samarie, située à une 50aine de kilomètres au nord de Jérusalem,
que Hérode avait incluse à son territoire peu après la victoire d'Actium en 30 avant Jésus-Christ. Cette ville avait été gravement endommagée l'année précédente par un terrible tremblement de terre, et le roi Hérode décida de la reconstruire en la baptisant Sébasté, nom grec d'Auguste, donc immédiatement après 27, pour honorer Auguste. Fouillé par des équipes de l'université de Harvard au cours de la première moitié du siècle dernier, Samarie a livré de nombreux vestiges, dont ceux d'un grand temple que vous avez ici, consacré lui directement à Auguste, Hérode pouvant se permettre, vis-à-vis de son puissant ami et protecteur, à qui il devait son règne, ce genre de flagornerie anticipée en quelque sorte. Or, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est que cet édifice de 33,50 mètres sur 24, soit à peu de choses près le double de la maison carrée, monté sur un haut podium d'où il dominait une vaste esplanade, était un temple corinthien, prostyle hexastyle, c'est-à-dire 6 colonnes de façade, pseudo-périptère, c'est-à-dire des colonnes sur ses longs côtés engagées dans les murs. Et c'est-à-dire qu'il présentait déjà les caractères structurels de l'édifice nîmois. En fait, les architectes hérodiens avaient mis en pratique le même type de démarche que leurs successeurs, à savoir la reproduction des grandes fondations romaines du régime augustéen, et dans ce cas particulier, compte tenu de la date, le temple d'Apollon sur le Palatin, consacré en 28 avant Jésus-Christ. Cette recherche des modèles urbains, c'est-à-dire de la ville de Rome, les plus actualisés, sera mise en pratique, comme on sait, avec le plus grand soin à la Maison Carrée, les monuments pris en considération étant cette fois, pour le temple nîmois, outre le temple d'Apollon Palatin, l'hôtel de la paix Auguste, achevé en 9 avant Jésus-Christ, dont nous avons déjà parlé, et le temple de Marsultor, consacré en 2 avant Jésus-Christ, pour les chapiteaux. Le second édifice religieux qui encadre la Maison Carrée, si l'on peut dire, plus tardif celui-là, est le temple de Pola, l'actuelle Pula en Croatie. Il s'agit cette fois d'une colonie romaine de la 10e région de l'Italie, qui incluait à l'époque augustéenne la Vénétie et l'Istrie. Nous sommes donc dans un cadre exclusivement romain, et à ce titre, il est intéressant de voir comment il a été conçu et pour qui. À l'extrémité septentrionale du forum, 2 temples encadraient le capitole de la cité, celui de l'ouest, toujours en place, élevé sur un haut podium commun aux 3 monuments, était pourvu d'un escalier de façade. Prostyle, tétrastyle, donc 4 colonnes de façade, il comportait une frise de rinceaux qui régnait sur toute la frise, sauf en façade, où se déchiffre l'inscription suivante: Romae et Augusto, Caesari divi filio, patriae. Caesaris divi filio. Par Rome et Auguste, donc, fils du divin César, père de la patrie. L'absence de toute référence à la divinité d'Auguste, qui est seulement créditée de sa filiation divinisante avec César, exclut qu'on puisse situer sa dédicace avant 14. En revanche, la mention honorifique de père de la patrie, la seule qui soit retenue dans la titulature du princeps, fournit un terminus post-quem en 2 avant Jésus-Christ. Dans cette fourchette chronologique, le ductus des rinceaux et les variantes de leur décor accantisé, qui ont parfois suscité l'hypothèse d'une réalisation étalée sur plusieurs décennies, prouvent que le schéma de ce décor symbolique, qui deviendra caractéristique des monuments du culte impérial, n'est pas encore fixé, et qu'une certaine liberté est laissée aux ateliers locaux de formation et de talents divers. Une datation de l'ensemble au plus tôt, pendant la période médio-augustéenne, soit dans la première décennie du 1er siècle après Jésus-Christ, semble donc s'imposer. Nous retiendrons pour notre propos que ce temple, légèrement postérieur donc à la Maison Carrée, n'occupe pas encore la place du Capitole et qu'il fait seulement partie des lieux de culte associés au grand temple de la colonie, à la triade capitoline, ou plutôt du fait de sa position latérale et de son format relativement réduit, subordonné à ce temple. Comme l'édifice symétrique sur le côté est du même ensemble, est consacré à Hercule ou à Diane. La découverte de têtes colossales augustéennes, comme celle du golfe de Fos, que vous connaissez actuellement au musée d'Arles et que vous avez ici en exposition, ou celle qui vient d'être exhumée d'une fouille d'urgence à Isernia, l'antique Aesernia, dans le Molise, au cœur de l'Italie apennine, est datée par les premières observations
entre 20 avant Jésus-Christ et 10 après, laisse à penser toutefois que des simulacra, des statues cultuelles, pouvaient être abrités par ces temples précoces. Mais la situation change de toute façon radicalement avec la disparition en 2 et en 4 après Jésus-Christ des Caesares, les petits-fils d'Auguste, ses fils adoptifs, Gaius et Lucius, qui étaient devenus ses héritiers présomptifs, avant qu'un terrible destin, une fortuna atrox, comme dit Suétone, ne vienne les enlever prématurément. Entre le changement d'ère et 5 après Jésus-Christ, dans les seules provinces gauloises, une dizaine de monuments sont élevés en leur honneur. 6 statues individuelles, 3 fondations monumentales, sans doute des hôtels à Reims, à Trèves, à Saint-Paulien. Saint-Paulien, c'est Roux et Sceaux, en Haute-Loire. Et un temple, la Maison Carrée, à Nîmes, auquel il faut ajouter des témoignages probables, parmi lesquels nous ne citerons que la plateforme surmontée d'un hôtel double à Glanum. Pour mieux comprendre ce mouvement, aussi rapide que divers, il faut examiner là encore rapidement 2 cas significatifs. Celui d'abord du maeror, du chagrin, que déclencha dans beaucoup de communautés italiennes ou provinciales, à titre collectif ou individuel, ce double deuil dramatique à bien des égards, et particulièrement celui de Gaius, l'aîné, qui meurt après son cadet en 4, et d'autre part le ou les monuments par lesquels fut officiellement commémorée la disparition des Caesares. Il s'agit, dans la première catégorie, des décrets de la ville de Pise, en Italie, qui ont fait l'objet de nombreux travaux. Si les édifices eux-mêmes n'ont laissé aucune trace, les inscriptions honorifiques qui en accompagnaient l'érection sont presque intégralement conservées. Elles permettent de comprendre l'évolution des décisions prises pour Gaius, mort 2 ans après son frère cadet Lucius, comme je vous le disais. En fait, comme on l'a remarqué souvent, s'il est indéniable que la mort de Gaius, dès le début de la campagne contre les Parthes, à laquelle Auguste avait accordé une signification exceptionnelle, survenue à Limyra, dans le sud de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, des suites d'une blessure reçue lors du siège d'Artagira, par exemple, dans le sud de la Lycie. Si cette mort fut objectivement un grand malheur, elle finit par servir le destin dynastique d'Auguste. Certes, il est associé au sacrifice annuel prévu pour son frère devant l'autel monumental qui lui avait été consacré. Et un autel du même type semble lui avoir été dédié, bien qu'une lacune du décret qui le concerne ne permette pas d'affirmer en toute sûreté qu'il ait possédé un autel distinct. Mais les mesures supplémentaires contenues dans ce deuxième décret en faveur de Gaius sont d'une autre ampleur, puisqu'il est prévu d'élever un arc dans l'endroit le plus fréquenté de la colonie, que les Berrimo Coloniae Nostrae locaux, expression qui désigne d'ordinaire à cette époque le forum, qui évoquera sur les faces de ces piliers latéraux le souvenir des nations vaincues par Gaius lors de sa campagne contre les Parthes, et sera surmonté d'une statue de lui-même à pied en tenue triomphale, accompagnée des statues équestres dorées des 2 frères. On notera toutefois que, en dépit du caractère exceptionnel de ces manifestations, les Caesares ne sont encore l'objet à Pise que d'honneurs funéraires. À ce titre, l'étape sur la voie de la divinisation implicite ou explicite est antérieure à celle de Nîmes, où ils deviendront, vous le savez, en principe, les dédicataires d'un édifice qui revêt toutes les apparences et sans doute toutes les fonctions d'un temple. Mais avant d'en venir à la Maison Carrée, un détour s'impose par l'extraordinaire cénotaphe qui fut consacré à Gaius sur les lieux mêmes de sa mort, justement à Limyra, je vous le disais, dans le sud de la Lycie, dans la province d'Antalya, tout près d'Antalya. Voici ce qu'il en reste. C'est le noyau en opus caementicum revêtu de grands blocs de pierre taillée qui devait être ensuite habillé d'une structure à colonnade. C'est un cénotaphe, dis-je, car la dépouille du jeune César fut transportée, comme l'avait été celle de son frère, à Rome. Elle prit place dans le mausolée du Champ de Mars, le mausolée d'Auguste, où des fragments de son épitaphe furent retrouvés. Pour en revenir au cénotaphe de Limyra, découvert, identifié et étudié par la mission allemande qui effectua sur le site d'importantes fouilles dans les années 70 du siècle dernier, ce cénotaphe monumental
semble postérieure aux édifices italiens ou galliques, puisque les caractères stylistiques de son décor architectural très riche témoignent plutôt d'une réalisation vers la période médio-augustéenne. Sans entrer dans le détail, voilà comment il était. Il peut être restitué avec son noyau central, qui est le seul vestige archéologique en place, mais les fragments architecturaux disséminés alentour permettent une restitution de ce genre. Sans entrer dans le détail des analyses développées par Gansert dans sa monographie de 1984, nous contenterons de regarder ici la magnifique base marmoréenne, dont le profil complexe. Voilà, la base marmoréenne que vous avez en bas, et puis également la frise que vous avez sur cette même base, en particulier sur cette image, les raies de cœur en étrier et en ciseaux, dans leur superposition et leur décor, ne peuvent, et comme dans leur traitement, ne sauraient être effectivement antérieurs aux dernières années du règne. Mais ce cénotaphe nous apprend beaucoup sur l'intégration du personnage à la famille impériale. Et l'énorme frise de plus de 62 mètres, disposée sur le pourtour de son socle carré de 16 mètres de côté, apparemment conçue sur le schéma de celle de l'enclos extérieur de la rapacice, devait décliner sous la forme d'un récit continu les principaux épisodes de la brève existence de l'aîné des Caesares. Voilà, par exemple, une image des rares fragments sculptés qui subsistent de cette frise et que l'on peut voir aujourd'hui au musée d'Antalya. C'est en quelque sorte le développement et l'achèvement de la participation au mythe et à l'histoire, commencé pour Gaius sur le fameux relief de l'autel de la Rapacice de Rome, de l'autel de la paix de Rome, dont nous avons déjà parlé, et où il apparaît enfant dans le costume qu'il avait revêtu lors de sa participation aux Jeux troyens. Vous avez ici, entre son père Agrippa et Livie, et en 13 avant Jésus-Christ, l'année même où fut décidée la construction de l'autel de la paix. On y remarque son costume, qui désigne déjà explicitement Gaius comme un descendant d'Énée. Mais indépendamment de tous ces signes qui désignaient sans ambiguïté le personnage comme un membre éminent de la Domus et du titre de Princeps Iuventutis, dont faisait mention sans aucun doute la dédicace officielle, malheureusement perdue, du monument de Limyra, à part quelques fragments menus et recomposés avec de ressemblance, ce monument de Limyra n'était rien d'autre qu'un tombeau, en l'occurrence vide, conçu comme ces mausolées héroïsants, dont celui d'Halicarnasse était le modèle. Alors, pour vous donner une idée, voilà, il reste 2 lettres, n'est-ce pas, d'une inscription dédicatoire qui en comportait plusieurs centaines. Mais ces 2 lettres sont intéressantes parce qu'elles nous donnent le nom. Si vous avez ici, voilà, en fait, il y en a 4, puisque vous avez la haste à gauche d'un A, et à droite un S également. Donc, Havas, c'est Havasgardé. Le nom, Havasgardé, c'est le nom du fils du roi d'Arménie que Gaius, lors de sa brève campagne contre les Parthes, au cours de laquelle il fut mortellement blessé, avait pu restituer dans ses droits avec la protection d'Auguste. Et ici, vous avez la série des monuments de ce genre, le cénotaphe de Limyra étant le petit en bas à droite, mais vous partez du mausolée d'Halicarnasse et vous continuez avec le mausolée d'Auguste sur le champ de Mars, le tombeau de Bélévie, etc. Mais rien formellement ne désignait encore Gaius comme un divus, et du reste, c'était légalement impossible en l'absence de toute consécratio officielle. Dès lors, on comprend bien en quels termes se pose le problème de la maison carrée. De quel type d'édifice les Caesares sont-ils les dédicataires?
Dans un premier temps, au moins, et malgré les apparences, il est difficile de parler d'un temple, car la définition du templum comme espace défini et circonscrit, et fatus et saeptus, pourvu d'un édifice sacré, une aedes, implique sa consécration à une entité divine, ce que ne sont pas en principe les deux jeunes gens. On a donc voulu y voir récemment un héroon, ou même un cénotaphe, un tombeau vide, ce qui est sans doute du point de vue de la stricte orthodoxie de la religion officielle, parfaitement recevable, mais reste difficile à concevoir si l'on tient compte de l'ordonnance dans laquelle il s'insère, à savoir un forum qu'il domine depuis l'esplanade sacrée dont il occupe le centre. Et de ce point de vue, Jean-Charles Balty l'avait bien vu dès les années 60, 1960, la Maison Carrée occupe la situation du Capitole de la colonie de Nîmes. À la différence de ce qu'on observe par exemple à Paula quelques années plus tard, et c'est donc une situation extrêmement gratifiante pour ce qui ne peut être effectivement qu'un temple. Rien en fait n'empêche que dès le début, les statues des Caesares, véritables effigies cultuelles, aient accueilli les visiteurs et les fidèles au terme de l'axe sacralisant qui, de l'entrée, menait jusqu'au sanctuaire, comme l'a essayé de le restituer, par exemple, Robert Ami, dans la publication que nous avons co-signée sur la Maison Carrée. Si nous connaissions la nature du ou des édifices qui avaient été projetés avant le changement de programme, dont les fouilles ont révélé la brusquerie, nous aurions peut-être un indice de la destination initiale de la Maison Carrée. Mais ce n'est pas le cas. Et même si l'on postule une modification avant l'achèvement du monument actuel, il est impossible de savoir quel en était le titulaire initial. À cet égard, il convient de ne pas céder à l'illusion que les schémas planimétriques et décoratifs directement inspirés, comme je l'ai montré, des temples romains d'Apollon Palatin ou d'Apollon in Circo et de celui de Marsultor sur le forum d'Auguste, de tirer de cela le fait que l'édifice ait pu désigner, ne fût-ce que pour un temps très bref, le dédicataire de l'édifice. C'est une erreur profonde de croire qu'à cette époque, la forme et l'ornementation d'un monument cultuel renvoyaient automatiquement à une divinité précise. Là, vous connaissez, je ne vais pas me donner le ridicule de vous présenter la Maison Carrée, mais il est intéressant de voir remise en situation pour un essai, Dieu merci, auquel nous avons renoncé, d'une copie de l'inscription sur la frise, et puis la façade, qui rappelle beaucoup un certain nombre de temples romains, la fameuse frise de Rinceau, qui est directement inspirée de celle de l'Hôtel de la Paix, Auguste, sur le Champ de Mars, dont nous avons déjà parlé, et tout le décor, la grecque en bas, la simèse et les oves, tout cela est très remarquablement et directement inspiré des monuments les plus actuels de la Rome contemporaine. Cette reprise de plans et de motifs, déchiffrables dans la nouvelle Rome augustéenne, indique seulement qu'il devait s'apparenter, ce temple, par sa spéchiès, par son aspect, son ornatus et son décor, aux sanctuaires les plus importants de la capitale de l'Empire, qui étaient aussi, au moment de sa construction, les plus récents, car c'étaient les nouveaux cartons décoratifs et structurels imposés par le pouvoir. Mais rien de plus. Paul Zanker a écrit sur la hiérarchie des temples anciens ou nouveaux, construits ou reconstruits par Auguste, des pages définitives, et montré que la transposition de leurs caractéristiques dans les fondations provinciales n'avait pas d'autre finalité que de les actualiser et de leur faire participer plus ou moins directement, et quels que soient les moyens mis en œuvre, au prestige des modèles romains. Un précédent intéressant, quoique d'interprétation difficile, nous est peut-être fourni par le temple de Vienne dans sa première version, Vienne en France, vous savez, datable par les chapiteaux de la colonnade libre de ses longs côtés les plus proches du mur postérieur, qui appartiennent encore au début des années 20 avant Jésus-Christ. Il semble avoir été dédié dans cette phase à Rome et Auguste, si l'on en juge par les traces laissées par l'inscription dédicatoire de sa frise, dont ne subsiste comme à Nive
que les trous de scellement. Mais rien n'autorise une hypothèse du même genre pour la première phase de la maison carrée, si tant est qu'il y en ait eu une, car le contexte est très différent. Je reste pour ma part convaincu que le parti de modifier radicalement le projet antérieur, bien attesté par les fouilles, a été suscité par la mort de Lucius à Marseille et conforté par celle de Gaius à Limyra, avec l'adjonction de la mention des princes de la jeunesse sur l'architrave, dont il a fallu alors araser, ça n'était pas prévu, les moulures de séparation entre les divers bandeaux, ce qui suppose un état avancé de la construction, sinon même déjà son achèvement. Certes, cette mention les rapproche des dieux, et Ovide ne manque pas de faire à ce propos le rapprochement avec les Dioscures, Castor et Pollux, mais elle n'implique aucune divinisation proprement dite. L'attachement de la communauté nîmoise au clan d'Agrippa, depuis près d'une génération, explique à lui seul, croyons-nous, cette réaction qui a dû recevoir l'assentiment du pouvoir. On ne pouvait pas construire un temple comme celui-ci dans une position aussi importante pour la ville sans l'accord, évidemment, du pouvoir central. Et les jeunes avaient en effet hérité, après la mort de leur père Agrippa, les jeunes Caesares, des nombreux patronages qu'il exerçait sur les villes d'Espagne et de Gaule, parmi lesquelles Nîmes, pour Gaius. Le temple des Caesares n'est pas comme celui d'Auguste à Paula, en position subordonnée, je répète, par rapport au Capitole de la cité. Il est à proprement parler le Capitole. Pour saisir l'importance de ce parti, à la fois culturel et urbanistique, il faut comprendre, au-delà des règles strictes qui séparaient théoriquement les honneurs funèbres des honneurs divins, l'ambiguïté de la situation posthume des fils d'Agrippa, une ambiguïté qu'Auguste lui-même a sinon suscitée ostensiblement, du moins consentie, puis au fil des années, manipulée, favorisée, comme le prouvent plusieurs indices convergents, mettant à profit pour l'ensemble du monde romain la tendance qui s'affirma très tôt dans plusieurs villes grecques à considérer ces personnages comme de véritables dioui. Rappelons seulement à ce propos qu'à Érésos, sur l'île de Lesbos, un riche particulier affirme avoir fait construire à ses frais sur le port un temple d'Auguste et, dit-il, au plus bel endroit de l'agora, c'est-à-dire du forum, un temple consacré à ses fils, c'est-à-dire à Lucius et Gaius. Cette situation d'un temenos tekainaos, en grec, en latin d'un templum et d'une aedes, dans le cœur administratif et religieux de la cité, n'est pas sans évoquer le choix des Nîmois, et la comparaison est d'autant plus pertinente que les données chronologiques qui peuvent être tirées de l'inscription qui énumère ces dotations à Érésos, en l'absence de tout vestige archéologique, situent l'opération dans les toutes premières années de notre ère. À cela s'ajoutent les dédicaces suivantes. À Thasos, Lucius est désigné comme un héros sur la base d'un autel conçu dès les années 2-4 après Jésus-Christ, et le même est appelé Théos, Dieu, sur un autel de Mytilène. Certes, il convient de tenir compte, comme nous l'avons rappelé en commençant, de l'approche différente que les orientaux avaient de ces questions et des autorisations qui leur avaient été consenties en ce domaine. Mais il semble qu'en l'occurrence, une certaine communauté de vue ait rapproché certaines villes d'Occident de leurs homologues de la partie grecque de l'Empire. On a reconnu avec raison une statue colossale de Gaius dans l'effigie marmoréenne acéphale, sans tête, du théâtre de Iol Caesarea, l'actuelle Cherchell en Tunisie, en Algérie, l'actuelle Cherchell en Algérie, qui devait figurer parmi les personnages divinisés de la maison impériale et leurs protecteurs divins du mur de scène du théâtre. Juba II, qui avait été élevé à Rome avec le jeune César, ayant tenu à manifester ainsi sa piété à son égard après sa mort. Et à Rome même, le portique de Gaius et de Lucius, qui constituait le grand portique de la Basilica Aemilia vers le Forum, fut rapidement doté des 12 après Jésus-Christ, si l'on en croit Dion Cassius, d'un sacellum, d'un petit sanctuaire dédié au prince prématurément disparu. Pour en revenir à Nîmes, et pour conclure, je pense qu'en raison de tous ces indices convergents, issus de contextes si différents, nous pouvons postuler la présence dans la maison carrée, sinon dès son ouverture, du moins quelque temps plus tard, mais pas forcément après 14, d'une statue d'Auguste s'ajoutant au groupe cultuel. La recomposition de ce trio éminemment dynastique, qu'on retrouve par exemple vers la même époque à Corinthe, dans la basilica Iulia, est d'autant plus probable
que si l'on suit la restitution de la tabula siarensis, c'est-à-dire la pierre inscrite qui énumère en Espagne les honneurs divinisants accordés à Germanicus au début du règne de Tibère, nous apprend qu'on devait compter dans le temple de la Concorde à Rome, récemment reconstruit, les effigies posthumes et forcément divinisées de Lucius et Gaius Caesar auprès de celles des divinités traditionnelles. Nous avons là sans aucun doute la clé de la survivance du temple nîmois et de sa dédicace à travers les siècles. Il fut assimilé, sinon tout de suite, du moins très tôt, à un édifice du culte impérial par anticipation. Certes, comme l'image d'Auguste sur le Grand Camée de Vienne que nous avons vue en commençant, la dédicace de la Maison Carrée est elle aussi ambiguë en ce qu'elle semble s'adresser à des êtres divins qui n'en sont pas. On sait que beaucoup de cités honoraient les mânes des Caesares. Qu'est-ce que c'est que les mânes? Ce sont ces divinités très secondaires et anonymes en lesquelles se transforme tout être humain après sa mort. Si l'on honore les mânes d'un personnage, c'est qu'on considère qu'il est mort. Or, un Dius ne meurt pas, par définition. Donc, certaines cités d'Occident honoraient les mânes des Caesares, Gaius et Lucius, comme s'ils étaient des morts héroïques, mais des morts tout de même. Exista-t-il jamais de même des flamines, c'est-à-dire des prêtres de Gaius et Lucius Caesar, comme on en connaîtra plus tard pour Drusus et Germanicus? On peut en douter. Mais cette ambiguïté, comme l'image du Grand Camée, est un des moyens particulièrement précoces à Nîmes pour anticiper sur la future divinisation d'Auguste et en imposer l'idée dans les populations, fût-ce au prix de dérives cultuelles plus ou moins clairement assumées. Je vous remercie. L'un d'entre vous a une question. Oui, je voudrais revenir un petit peu sur le temple de Vienne. Oui. Parce que finalement, dans certains documents, on dit que c'est le temple de Lydir. Oui, vous avez raison, tout à fait. Là, je n'ai parlé que de la première version du temple de Vienne. Mais il y a une deuxième inscription qui indique qu'il a été consacré à Livie. Livie, morte en 29 après Jésus-Christ, et à partir des années 40, ce temple a été consacré, en effet, à la femme d'Auguste divinisée, à Livie. Et c'est toute l'ambiguïté. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je n'avais pas le temps de m'appesantir sur le temple de Vienne, mais il est intéressant de le présenter comme l'un des éléments qui, consacrés d'abord à Rome et Auguste, ont ensuite dévié vers quelque chose qui ressemble de plus en plus au culte impérial, où l'ensemble des membres de la famille de l'empereur divinisé accèdent eux aussi au statut de Dioui. Vous avez raison, tout à fait. Et cela tient au fait aussi que sur ce temple de Vienne, on distingue très clairement deux phases. La phase arrière, comme je vous l'ai dit, qui date des années 20-10 avant Jésus-Christ, et la phase antérieure, qui, elle, correspond du point de vue de l'ordre corinthien, si vous voulez, dont on connaît bien l'évolution dans ces régions, correspond à presque un demi-siècle plus tard. D'autres questions ? Je vous remercie. Vous avez montré dans vos ouvrages et aujourd'hui même que l'inscription, en fait, s'est faite en deux temps, puisque oui. la ligne inférieure manifestement a été rajoutée après le décor. Après la mort de Gaius. Et la question que je me pose, mais que je vous pose puisque vous êtes là, c'est est-ce que cette deuxième ligne ne fait pas véritablement, ne crée pas véritablement cette idée de culte dynastique, puisque en ajoutant qu'il s'agit des temples,
prince de la jeunesse, en fait, ça dédie le temple à l'ensemble des princes de la jeunesse, et pas seulement à Caius et Lucius. Non, bien sûr. Non, mais l'indication donc Principibus Juventutis sur l'architrave s'applique directement. Oui, bien sûr. Elle s'applique directement. Mais cette correction, est-ce qu'elle finalement n'élargit pas C'est une tentative pour véritablement augmenter le caractère divinisant de la dédicace qui, vous le savez, est extrêmement brève. La dédicace, c'est à Gaius Caesar, fils d'Auguste, consul, et à Lucius Caesar, fils d'Auguste, consul désigné. Point. C'était le seul élément dont on disposa dans la première phase de l'inscription, c'est-à-dire avant 4-5 après Jésus-Christ. Ensuite, alors, on s'est dit tout de même, c'était un peu sec ce machin-là, surtout qu'on ne faisait nulle allusion à ce qui aurait pu être tout de même une caution divinisante, c'est-à-dire la filiation par Auguste de César divinisé. On aurait pu ajouter de César divinisé, petit-fils de César divinisé. On n'a pas fait. Et ça pose question. C'est pour ça que je vous dis que la Maison Carrée reste quand même, dans son genre, une énigme. Mais elle est très significative du type de manipulation auquel Auguste a consenti pour un certain nombre de villes. Vous savez que Nîmes était tout à fait favorisée par le régime augustéen. On ne sait pas exactement pourquoi, mais avec sa domination sur... elle n'était pas capitale de la province, elle était seulement caput civitatis, mais elle était quand même... elle exerçait un pouvoir direct sur 24 communautés de la région qui lui étaient reconnues et sur lesquelles, par exemple, Christian Gudino a beaucoup insisté sur ce phénomène sans qu'on puisse véritablement l'expliquer. Donc on a accordé à Nîmes cette autorisation et on a essayé d'aménager au mieux, en l'absence de toute divinisation officielle, la dédicace pour qu'elle paraisse quand même moins prosaïque. Et le terme de... Mais vous savez, les princes de la jeunesse, bon, naturellement, ça renvoyait théoriquement aux fondateurs de la dignité, c'est-à-dire Castor et Pollux. Mais Castor et Pollux eux-mêmes n'étaient que des héros cavaliers, hein. Ce n'étaient pas véritablement des dieux au sens où l'on pouvait les considérer comme tels à Rome. Certes, ils avaient un grand temple sur le forum, eux aussi, mais c'était une façon, et lorsque Tibère, par exemple, le fait restaurer, c'est une façon d'honorer son frère Drusus et lui-même, qui sont eux-mêmes principes juventutis. Donc tout cela est très ambigu et n'est pas clair, mais montre bien les efforts qui ont été faits pour aménager les choses, pour qu'elles aient un minimum de vraisemblance du point de vue culturel. Ce qui est certain, c'est que dans la population nîmoise, les Caesares, et Gaius en particulier, avaient été l'objet d'une vénération particulière. Et il est certain que les notables nîmois, au moins, ont véritablement voulu ce temple et lui ont accordé une grande importance. Vous connaissez l'histoire au moment... lorsque... après la mort justement de Gaius et Lucius, Tibère a été adopté officiellement avec beaucoup de réticence et de regret par Auguste pour devenir son successeur. Comment les Nîmois, les seuls de tout l'Empire, ont eu l'imprudence, c'est moins qu'on puisse dire, de détruire les statues qui pouvaient exister dans la région, les statues de Tibère. Et dans l'Antiquité, détruire une statue, c'est tuer l'individu qu'elle représente, enfin vouloir le tuer. Et ils ont pris là un risque énorme, qu'ils ont d'ailleurs certainement, d'une façon ou d'une autre, payé à un moment donné. Je vous remercie. D'autres questions ?
Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour vous signaler que les 2 prochaines conférences, donc celle de Gilles Sauron et d'Emmanuel Rousseau, auront lieu ce samedi après-midi et non pas un mercredi soir comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous.